Et donc on va d'abord définir exactement ce que c'est que le stress, ses dégâts, et ce qu'il est vraiment, et comment le gérer. Et ensuite on verra toutes ces différentes recherches scientifiques qui montrent l'efficacité de cette technique, plus particulièrement de cette technique, sur le stress. Le premier qui a parlé du stress, le père du stress, vous le savez tous, c'est Hans Selye, dans les années 50, et qui a défini en fait les différentes modifications neurophysiologiques et biologiques. C'était un endocrinologue et médecin biologiste, et qui a donc montré que le stress entraînait une augmentation des catécholamines, des hormones du stress, l'adrénaline et la noradrénaline, une diminution de la sérotonine, une augmentation de l'acide lactique dans le sang, des modifications également au niveau du corps et des organes, en particulier une tachycardie, une hypertension artérielle, une augmentation de la consommation d'oxygène, une augmentation du rythme respiratoire, du métabolisme de base, une augmentation de la conductance électrodermale, donc toute modification que l'on constate dès qu'on agresse un individu ou un animal. Mais qu'est-ce que le stress réellement ? Pas toute presse. Avez-vous une idée de ce que c'est que le stress réellement ? Quels sont les phénomènes neurologiques, si vous voulez, mentaux, qui sont responsables de ce stress et de ces modifications neurophysiologiques? Quelqu'un a une idée? Les croyances. Oui, ce sont des limites, effectivement, et ça peut effectivement créer du stress. Je suis ton service maintenant, complètement. Donc la première la diapo avec... transcendance, une technique d'excellence. Voilà, d'accord. Ok. Ton nom, et la suivante, c'est la diapositive. Attends une petite seconde. Tu me fais petit, je suis ta Oui, d'accord. Ok. C'est bon. Donc en fait, on va d'abord définir ce que c'est qu'un niveau d'excitation d'un milieu, d'un système plutôt, et le niveau d'entropie. Le stress, en fait, diapositive suivante, c'est le mental qui est toujours accaparé par les pensées. J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, celui-là est comme ceci, celui-là est devenu fou, et la souffrance est quelque chose de naturel, les maladies aussi, il faut faire des efforts pour réussir. Toutes les pensées qui en fait s'accrochent dans notre mental, le perturbent, un niveau d'excitation très élevé, et on ne peut pas en sortir. Aucun moment de paix, aucun moment de sérénité, aucun moment de calme. Donc le but, ça va être de diminuer cette excitation mentale. C'est ça le stress en fait. Et essayer donc d'arriver vers une paix, une sérénité intérieure et une félicité. On va voir ces caractéristiques tout à l'heure, scientifiquement et subjectivement. Alors, les pensées influencées par le stress. Donc, le mental, le stress dans le mental se résume à un niveau d'excitation très élevé, et le niveau d'excitation d'un système, c'est son niveau d'entropie, donc un niveau d'entropie très élevé. Diapositive suivante. Les premières méthodes qu'on a utilisées justement pour diminuer cette excitabilité du mental, c'est des sports relaxants, la natation, le golf, les techniques d'arts martiaux, type tai chi ou aikido, et enfin des techniques de gestion de stress beaucoup plus spécifiques. C'est les trois méditations. Concentration. Et donc la première technique qu'on a utilisée, c'est le mental partant dans tous les sens, on va le focaliser. On va en fait favoriser un processus intellectuel, on va le faire se concentrer. C'est la majorité des techniques de méditation. On va le focaliser sur un mantra, sur une flamme de bougie, sur une image, sur un exercice physique, le hatha yoga, un exercice respiratoire, le samatha des méditations bouddhistes, un concept spiritualiste, l'amour, Dieu, la relaxation. Et donc le mental, au lieu de partir dans tous les sens, à ce moment-là, grâce à cette concentration, mais qui est un effort,
va diminuer son excitation, va diminuer l'entropie du système. On a rajouté ensuite le lâcher-prise, l'abandon, le laisser-aller. Ce sont des techniques de méditation contemplative. Le Kriya Yoga, on se focalise sur un exercice de Hatha Yoga et on lâche prise. Le Vipassana des méditations bouddhistes, c'est sur un exercice respiratoire et on laisse aller. Dans le Zazen, c'est sur la vacuité, rien, qui est à l'origine de tout l'univers, et on lâche prise. Et enfin, la pleine conscience, l'instant présent, on se focalise sur l'instant présent, passé, avenir, rien à faire, on se focalise sur l'instant présent et ce qui se passe pendant cet instant présent, et on lâche prise. Le mental est encore plus apaisé, l'entropie diminue encore plus que dans les techniques de méditation concentrative. Mais il est toujours actif, on est toujours dans la pensée de la contemplation. Et maintenant, vous avez donc la transcendance. Comment ça marche, la transcendance? C'est très simple. On utilise un mantra, un petit son bien spécifique à notre physiologie qui correspond à notre degré énergétique de notre corps et qui a un mot qui n'a aucune signification, un son qui n'a aucune signification, mais simplement la capacité de se raffiner. Donc il se raffine, il se raffine, il se raffine, il s'apaise, il s'apaise, il s'apaise et le mental suit. Et dans ce chemin donc vers ce raffinement, le mental gagne des états de bonheur et de paix de plus en plus raffinés, de plus en plus subtils, de plus en plus forts. Or, vous savez que la quête de l'individu, de sa naissance à son dernier jour, fait toujours plus de bonheur. Toujours plus de réussite, toujours plus d'argent, une plus belle voiture, une plus belle maison, plus d'amour. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, dans ce raffinement du mantra et de ce mental qui devient de plus en plus béatifique, dans un état de bonheur de plus en plus important, à un certain moment, le mantra disparaît, plus rien. Non-manifestation totale, conscience complètement pure, plus aucune pensée à l'intérieur, et il atteint son niveau de béatitude et de félicité maximum. Alors maintenant, pour mieux comprendre les différentes caractéristiques auxquelles le mental va s'identifier dans cet état de pure conscience, on va revenir sur la science et les différents niveaux de constitution de l'univers. Donc, diapositive suivante. Pas un vers l'eau. Physique et conscience. D'un côté, vers le champ unifié, le physique, de l'autre côté, la conscience. Donc, sur la droite, vous voyez en fait les dernières théories maintenant en mécanique quantique, en physique, les différents niveaux de l'univers. Donc, je vais vous décrire. Et pour mieux préciser en fait le niveau non manifesté, le niveau du champ unifié que vous voyez tout en bas, et on va voir que les caractéristiques de ce champ unifié, les caractéristiques quantiques, physiques, mathématiques, objectives, scientifiques, sont exactement les mêmes que celles de la pure conscience qu'on expérimente quand on fait cette méditation. Un état de stabilité infinie, de dynamisme infini et de plénitude totale. Et on va voir pourquoi et comment. Donc, diapositive suivante. Vous voyez donc sur la droite, en fait, les différents niveaux de l'univers, du macrocosme, donc du plus éloigné, 10 puissance 27 de l'échelle de Planck. Ensuite, on redescend au niveau grossier. C'est le niveau là actuellement qui est souligné. Le niveau donc de perception, d'expérimentation de nos 5 sens. Et puis ensuite, vous descendez, 10 puissance moins 10, niveau atomique, niveau quantique, on va voir ces différents niveaux, pour atteindre ensuite les niveaux les plus subtils, 10 puissance moins 37 de l'échelle de Planck, puis, donc le niveau le plus subtil de toute manifestation dans l'univers, puis le niveau non manifesté, le vacuum state, on va revenir dessus. C'est quoi? Ah oui. Excusez-moi. Donc là, nous sommes au niveau grossier, expérimenté par nos 5 sens. Diapositive suivante. Ce niveau grossier obéissait en fait aux lois classiques de la physique, aux lois de Newton, et on sait qu'à des niveaux plus subtils, niveau moléculaire, puis niveau atomique, puis niveau subatomique, en particulier à partir de ce niveau subatomique, au niveau des quantas, ces lois de Newton ne fonctionnent plus. Ce sont les lois, si vous voulez, quantiques, les lois de la mécanique quantique.
les choses ne sont plus si concrètes, si simples, si structurées, ça devient beaucoup plus aléatoire. Et donc ça c'est le niveau quantique. Diapositive suivante. Ensuite on est au niveau des 3 champs quantiques. Champ de matière, champ de force, champ de la supersymétrie. Les champs classiques, donc, d'où va émaner toutes les particules, toutes les forces, les 4 forces fondamentales, électroforte, électrofaible, électromagnétisme, les forces de gravitation, alors que le champ quantique de matière, lui, va se différencier dans les 192 différentes particules de la table de Mendeleïev. Diapositive suivante. Donc on unifie, les physiciens quantiques et les mathématiciens quantiques ont réussi à unifier en fait ces 3 champs en un seul champ, le champ unifié des lois de la nature, qui est en fait ce qui correspond à un champ complètement virtuel, sans aucune manifestation à l'intérieur, qu'on appelle les uns le vacuum state, l'état de vide quantique, et les autres le ground state, l'état fondamental de la matière, mais qui est un état de non-manifestation totale, vide total, complet. Mais qui a des caractéristiques bien précises, et en particulier les caractéristiques des niveaux d'entropie zéro. Avant de bien définir ces niveaux d'entropie zéro, pour mieux comprendre ce qu'on va explorer avec Dog Mental, avec ce mantra et cette technique de méditation transcendantale, diapositive suivante. Là, vous voyez, normalement, c'est Einstein. Hein, vous connaissez tous cette formule d'Einstein qui dit que l'énergie se transforme en énergie. L'énergie se transforme en matière, je veux dire, la matière en énergie, avec comme constante entre les deux la vitesse de la lumière au carré. Mais l'énergie et la matière, c'est exactement la même chose. L'une peut se transformer dans l'autre. Et en fait, quand on descend dans ces couches de plus en plus superficielles, la matière, petit à petit, se transforme en énergie pour devenir, dans les couches les plus fines et les plus raffinées, que de l'énergie pure. De l'énergie vibratoire, en fait. Des fonctions d'onde. On a la fonction d'onde de l'électron. C'est plus un électron, c'est plus un photon, c'est une fonction d'onde. Diapositive suivante. Donc là, vous voyez les supercordes. Ce sont en fait comme des élastiques qui vibrent. Une fonction d'onde, comme des sons. En fait, à ce niveau-là, on n'est qu'une véritable symphonie. Une symphonie de sons, avec un son qui va faire la molécule X, une autre la molécule Y, l'autre la force de gravitation, l'autre la force électromagnétique, et ainsi de suite. Diapositive suivante. Ça, c'est une corde isolée. Diapositive suivante. Et en fait, en fonction du mode vibratoire que vous voyez sur cette diapositive, par exemple, si ça vibre comme ça va à un niveau plus superficiel, ça va donner un électron. Si ça vibre comme ça, un photon. Si ça vibre comme ça va être plutôt la force électromagnétique, et ainsi de suite. Mais tout à ce niveau n'est que vibration. Onde, son. Et à un niveau plus subtil, diapositive suivante, on n'a plus que la mémoire de l'univers. Tout est en information. Ce sont des théories de l'information. Tout n'est qu'information. Et Jean Stone insistait beaucoup sur cette notion tout à l'heure, et c'était vraiment très juste. Tout n'est qu'information à ce niveau-là. Et c'est une certaine forme de manifestation, ce sont des pensées. Mais c'est manifesté. À un niveau plus subtil, il n'y aura plus toute manifestation. C'est l'état de vide quantique. Rien. Comme la conscience complètement pure, sans rien dedans. Diapositive suivante. Dans quel état, quelles sont les caractéristiques de ce champ unifié des lois de la nature? Donc là, vous avez des explications de mécanique quantique, en particulier sur le niveau d'entropie des systèmes et leurs caractéristiques, niveau d'entropie élevé en haut en rouge et d'entropie nulle en bas. L'expérience qui va vous permettre de mieux comprendre les caractéristiques des états d'entropie zéro, c'est celle de l'hélium. Qu'est-ce qu'on fait pour diminuer l'entropie d'un système? On diminue sa température, c'est une loi de la thermodynamique tout à fait classique. Oui, t'es pas sur un truc quantique? Si, mais tu restes sur le quantique? Non, tu restes sur un quantique.
Et donc, l'hélium liquide, l'hélium à température ambiante, donc dans un état d'entropie élevé, c'est en fait deux isomères de l'hélium 3 et l'hélium 4, qui sont étroitement intriqués et qui sont très chaotiques, très incohérents, très instables, comme on voit sur la droite. Et également avec des frictions. Vous faites passer un électron ou un photon dans un système d'entropie élevée, il est freiné, il est arrêté. C'est très peu fluide, c'est très peu harmonieux, c'est chaotique. Et on ne peut pas séparer l'hélium 3 et l'hélium 4 par aucun moyen physico-chimique à partir du moment où il n'est pas dans son état d'entropie zéro. On baisse la température jusqu'au zéro absolu, proche de moins de 270 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement et spontanément, les deux héliums se séparent, le système devient parfaitement pur, la couche d'hélium 3 au-dessus, la couche d'hélium 4 en dessous, parfaitement ordonnée et infiniment stable. Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième, il devient superfluide. C'est l'expérience donc des physiciens quantistes des années 50 également. Vous envoyez une impulsion, un électron, un photon, à l'intérieur de ce système, il n'y a plus de résistance du tout, il part à l'infini. Il y a une superfluidité du système. Donc deux caractéristiques diamétralement opposées, stabilité infinie d'un côté, en même temps, dynamisme infini de l'autre côté. Et la troisième caractéristique, c'est un état d'équilibre parfait entre ces deux caractéristiques diamétralement opposées. Il se passe exactement la même chose avec la transcendance. Dès qu'on atteint cet état d'entropie zéro, le mental devient infiniment stable, donc apaisement total du système, repos total du système nerveux central, élimination des tensions intérieures, élimination du stress. C'est tout à fait normal et banal, c'est comme une cravate que vous tordez, puis vous la lâchez, vous lâchez le stress, vous lâchez la tension, elle se remet tout droit. C'est pareil, vous apaisez un système, il va éliminer toutes ces tensions. Mais deuxième caractéristique qui nous intéresse encore plus, comme le disait Jean Sou tout à l'heure, c'est le dynamisme. À ce moment-là, on a un état de dynamisme infini du système, d'harmonie parfaite du système, de cohérence parfaite du système, qui va lui permettre de fonctionner au maximum. On va plus expérimenter dans un état d'entropie élevé, à cause de nos cinq sens et de notre intellect, des choses limitées, des expériences limitées, qui expliquent seulement les 5 à 15% de potentiel mental qu'on utilise avec la conscience de veille, celle qui est en état d'excitation mentale. On va utiliser 100%. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les différentes recherches scientifiques. Le mental va devenir superfluide, un éveil total de la conscience. Maharishi appelle ça l'état d'éveil au repos. Je reviendrai sur Maharishi tout à l'heure. Et donc, cet état d'éveil au repos, à la fois stabilité infinie, repos infini, à la fois dynamisme infini, créativité infinie, éveil total de la conscience. Et la troisième caractéristique, c'est cet état d'équilibre parfait entre ces deux caractéristiques diamétralement opposées. Un état de félicité, en fait, de paix intérieure, de sérénité tout à fait unique à cette technique. Et cet état de béatitude a été décrit depuis des millénaires, en particulier dans la littérature védique, dans les Upanishads, dans les Brahmanas, dans le Vedanta. Ça s'appelle Ananda. Tout le monde connaît ce mot-là. Satchitananda, la conscience félicité absolue. Et donc vous allez vous ancrer dans cette félicité pendant les deux périodes de méditation qu'on fait habituellement 20 minutes matin et soir. Et puis ensuite, petit à petit, cette stabilité infinie, ce dynamisme infini et cette félicité va s'ancrer également dans l'activité, on y retrouve très progressivement, très délicatement. Ça va s'ancrer également dans l'activité, dans cette conscience de veille qui normalement est très agitée, très disharmonieuse. Et ensuite, vous allez pouvoir vivre cet état de stabilité infinie, dynamisme infini, plénitude totale, 24 heures sur 24. Il faut du temps, ça se fait de plus en plus vite maintenant. On verra tout à l'heure l'influence de la conscience collective, comme elle se raffine, qu'elle se nettoie. Les expériences, donc ces expériences de transcendance sont maintenant de plus en plus fréquentes et de plus en plus rapides. Mais cette expérience, vous allez la faire dès la première méditation. D'emblée, le système, comme quand l'hélium liquide passe au zéro absolu, pof, ça devient pur et super dynamique. C'est exactement pareil pour le système nerveux central. Donc voilà pour les différents mécanismes d'action.
les différentes techniques de méditation et tout particulièrement de la méditation transcendantale. Diapositive suivante. C'est celle sur le thermodynamique. C'est la thermodynamique ou température, entropie, c'est ce que tu viens de dire. Ah voilà. Donc en fait, donc c'est ce que je vous expliquais. Donc en haut, vous voyez les états d'entropie élevés, système instable, disharmonieux et résistant. Et tout en bas, en bleu, donc un système parfaitement cohérent, parfaitement harmonieux, infiniment stable, infiniment dynamique et super fluide, et l'équilibre entre les deux. Voilà donc pour la thermodynamique. Alors maintenant, nous allons voir quelles sont les conséquences et les recherches scientifiques en particulier qui ont confirmé ces trois qualités de la conscience que l'on expérimente. Et les toutes premières études qui ont été faites sont très intéressantes parce qu'elles ont été faites par Jean-Paul Banquet, qui est un célèbre électroencéphalographiste et qui vient de Toulouse, comme par hasard. Et il a montré donc que la première chose que l'on notait quand quelqu'un commençait à méditer, c'est la cohérence de l'électroencéphalogramme. Là, sur la première diapo, c'est le premier tracé. Donc ce sont des tracés d'une personne qui a les yeux ouverts, qui est en conscience de veille, donc en état d'excitation mentale normale, élevée. Et donc on voit sur les 15 ou 20 différents électrodes, le signal électrique. On capte en fait l'activité électrique des neurones superficiels, des neurones du cortex, et on voit que sur une même électrode, c'est très instable, et d'une électrode à l'autre, c'est très différent. Il y a peu de cohérence. C'est disharmonieux. Diapositive suivante. La personne ferme les yeux, commence à méditer, boum, ça change complètement. On voit subjectivement beaucoup plus de cohérence, des belles ondes amples, bien cohérentes sur une seule électrode, mais elles sont également cohérentes d'une électrode à l'autre. Il y a une cohérence temporo-spatiale. Donc c'est l'appréciation diapositive précédente, donc montre la disharmonie sur cette diapositive et l'harmonie avec la méditation sur la diapositive suivante, donc celle-ci. Mais Jean-Paul Banquet a eu surtout le mérite, c'est de quantifier objectivement cette cohérence. Et il a utilisé pour ce faire les analyses de Fourier, qui sont des analyses mathématiques, des algorithmes qui permettent donc de traiter le signal électrique, de traiter ces informations, et, diapositive suivante. C'est les trois, hein. Donc de montrer objectivement et de quantifier ce degré de cohérence. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ces trois schémas? On voit des pics, et ces pics correspondent à la cohérence, donc, au début des ondes alpha 1, puis alpha 2. Et puis on voit qu'au bout de 2 mois, au bout de 4 mois, pardon, vous avez une augmentation à la fois des différentes ondes, alpha, puis bêta, puis θ, puis gamma, et ainsi de suite. Et ensuite, ça s'étend, au bout de 2 ans, non seulement sur toutes les ondes, mais également sur tout le cortex. Et ce qui est très important à noter sur cette diapositive, c'est que ces effets, comme vous le voyez, se font dès les premiers jours. Dans les 15 premiers jours, vous avez tout de suite cette apparition de la cohérence. Diapositive suivante. Donc cette diapositive donc, est intéressante pour montrer les zones fonctionnelles du cerveau quand on médite, par rapport à un sujet qui ne médite pas. Ça correspond aux 100% dont je parlais tout à l'heure, d'activité du mental. Normalement, sur le schéma de gauche, ce sont des études qui ont été faites par un célèbre savant du cerveau de l'Institut de Moscou dans les années en 1999, le professeur Lyubimov, et qui a montré donc l'activité fonctionnelle du système nerveux central en étudiant les potentiels subesthésiques avec stimulation du nerf médian. C'est une imagerie médicale, si vous voulez, un petit peu complexe, mais qui permet de voir le degré d'activité fonctionnelle du cerveau. Et donc on voit à droite que le bleu, la zone fonctionnelle, est de l'ordre de 15%. C'est ce que les neuroscientifiques en général disent, on utilise quand on est conscient, qu'on fait un exercice, une activité mentale lambda, on utilise 5 à 15% de notre potentiel mental. Mais jamais 100%. Avec la méditation transcendantale, donc vous voyez du côté droit, par contre, on tend vers ces 100%.
ont traversé 100% grâce à cette harmonie nouvelle du système nerveux central et à cette créativité, à ce dynamisme infini de la conscience qu'on expérimente pendant la technique. Diapositive suivante. Alors d'autres études d'imagerie médicale encore plus précises, c'est par PET scan, celles-là, ce sont des techniques les plus récentes maintenant. Avec ces techniques, on voit quelles sont les zones qui sont activées et les zones qui sont au contraire inhibées. Et ça, on a pu le faire pour étudier en particulier de nombreuses méditations et voir qu'il y a effectivement une différence entre celles-ci, qui sont les résultats de la méditation transcendantale, et d'autres types de méditation. Pareil pour les électroencéphalogrammes, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les autres techniques de méditation, en particulier concentratives, ce sont les ondes bêta et θ qui sont cohérentes, pas les ondes alpha. Et pareil pour les techniques de méditation contemplative, ce sont surtout les ondes delta, celles de la somnolence, mais pas les ondes alpha. Donc une réelle différence entre les différentes techniques de méditation. Donc sur cette diapositive, vous voyez en fait qu'il y a une hyperactivation des lobes frontaux. Les lobes frontaux sont très importants, c'est ce qui fait de différence avec l'animal. C'est le chef d'orchestre du système nerveux central. C'est ce qui interconnecte les différents hémisphères et qui en fait est la base, le fondement de toutes les fonctions cognitives les plus élaborées. La conscience de soi, la mémoire, l'intelligence créatrice, toutes les fonctions cognitives les plus subtiles qui soient et qui font notre différence avec les animaux. Et donc c'est cette zone qui est effectivement la plus activée, cette zone frontale, et c'est là qu'apparaissent les premières ondes alpha quand on commence à méditer. Mais elle s'associe à une inhibition de toutes les structures primitives, en particulier du thalamus et du rhinencéphale, qui est plutôt le cerveau primitif, le cerveau animal. Donc activation du cerveau, du cortex, qui élabore les fonctions cognitives les plus importantes, et inhibition au contraire de toutes les afférences instinctives, primitives et animales. Et ça, c'est vraiment spécifique et unique à la méditation transcendantale. Diapositive suivante. Donc, la première chose qu'on a testée pour voir si effectivement le système nerveux central fonctionnait mieux, c'est le quotient intellectuel, savoir si on était plus intelligent. On sait que ce quotient intellectuel, normalement, c'est une invariance. C'est un invariant. Une fois que vous avez développé tout votre QI à l'adolescence, après il est fixe, il ne bouge plus, jusqu'à la sénescence. Et donc c'est ce qu'on a confirmé avec cette étude qui a été faite sur plus de 120 étudiants, dans les années 85, je crois. Et on voit sur le groupe témoin, donc le QI ne bouge pas. Il était par exemple à 116 chez un étudiant, il reste à 116 2 ans plus tard. Ça a été une étude qui a été faite entre 83 et 85, donc pendant 2 ans. On avait pourtant choisi des gens qui font fonctionner le système nerveux central, ceux qui font marcher de manière très intensive. On aurait pu penser qu'on aurait pu gagner un peu, mais non. C'est un invariant pour ces étudiants et ces universitaires. Par contre, le groupe méditation, comme vous le voyez, lui a pris 5 points. D'une manière générale, en moyenne, il est passé de 116 à 121. Alors, certes, il y en a qui sont au-dessus de 120, d'autres qui sont en dessous de 116, mais d'une manière générale, on prend en moyenne 5 points. Et c'est énorme, 5 points en QI. Et ça sur 2 ans. Donc confirmation que l'intelligence croît. On a voulu savoir après pourquoi, d'où ça venait, quelles étaient les fonctions cognitives qui étaient donc stimulées. Diapositive suivante, vous savez qu'il existe de nombreux tests neuropsychiatriques pour juger de la créativité, la focalisation, la mémoire, la nuance de champ, il y en a au moins une cinquantaine. Et donc on a vu que les fonctions cognitives qui étaient les plus améliorées, la première c'était la créativité, liée justement à ce dynamisme infini de la conscience qu'on expérimente dans la transcendance, lorsque la conscience est complètement pure et non manifestée. Et la deuxième, c'est la capacité de focalisation, la dépendance de champ. Vous voyez, cette stabilité également qu'on expérimente et qui sont toutes les deux parfaitement équilibrées par la technique. Les autres, bien sûr, fonctions cognitives sont également améliorées, mais de manière moindre.
Diapositive suivante. Plusieurs de diplômes. Donc, une autre étude qui a été faite, qui est relativement récente, donc qui date de 2015, et qui montre, donc, dans un lycée américain, 2 lycées américains ont été comparés. L'un où on utilisait la méditation transcendantale, l'autre où on ne l'utilisait pas, et on a voulu voir quels étaient les scores de réussite à l'équivalent du bac aux États-Unis. Et on voit que dans le lycée témoin, c'est 66% de réussite au bac, alors que chez les militants, c'est 81%, 15% de plus. C'est quand même important. Donc on voit, c'est assez efficace. Diapositive suivante. Alors maintenant, on a voulu préciser les modifications neurophysiologiques dont parlait Hans Selye dans les années 50. On a dosé les catécholamines, donc l'adrénaline et la noradrénaline, ou plutôt son métabolite, l'acétylamine malélique, le VMA, comme vous voyez là, et on voit du côté droit, donc du côté bleu, une diminution des catécholamines. Alors il y a deux barres, une barre le matin, une barre l'après-midi. À droite, les catécholamines en bleu, à gauche, les catécholamines chez les sujets témoins, et à droite, je voulais dire, chez les militants, bien sûr. Et donc on voit qu'il y a 2 fois moins de catécholamines en moyenne chez les militants par rapport aux non-militants. Pourquoi c'est bien alors ? Diapositive suivante. Donc diminution des hormones du stress, c'est ce qu'on voulait vraiment démontrer objectivement, et ça le confirme, mais surtout augmentation de l'hormone du bonheur. La béatitude nous intéresse aussi pas mal. Et donc l'hormone du bonheur, c'est la sérotonine. Son métabolite que l'on dose dans les urines, c'est l'acide 5-hydroxyindolacétique, le 5-HIAA, que vous voyez là. Et là, on peut noter donc en bleu chez les militants 2 fois plus de sérotonine le matin par rapport au sujet témoin à gauche. Et le soir, après donc 2 programmes de méditation dans la journée, 3 fois plus de sérotonine. Ça se passe de commentaires. Diapositive suivante. Donc, diminution des marqueurs du stress, confirmée scientifiquement, augmentation des fonctions cognitives, de l'harmonie du système nerveux central, comportement individuel sans ressentir. En fait, vous avez gommé dans votre comportement tous vos aspects négatifs. La peur, la timidité, la colère, la satisfaction, la timidité. Et au contraire, booster tout ce que vous avez de meilleur, ce qui fait de vous un sportif, ou un scientifique, ou un artiste, votre côté synthétique ou analytique. Plein pot. Donc développer vraiment toute votre personnalité, réaliser votre soi. Et ce, très rapidement. Diapositive suivante. Non, diapositive précédente. Donc, une beaucoup plus grande harmonie donc, de l'individu. Et dans les années 70, Maharishi a décrit un effet qui s'appelle l'effet Maharishi, qui est un effet de globalisation de cette harmonie. Quand vous avez un individu qui est harmonieux, si vous en mettez 10 ensemble, ça va créer un foyer d'harmonie supplémentaire, une conscience collective plus harmonieuse. Et demain, vous verrez avec Ashwin, donc, je vous en parlerai également à la fin de cet exposé d'Ashwin, donc ce proviseur de la première école fondée sur la conscience aux États-Unis il y a plus de 25 ans. Ashwin vous montrera justement ce que fait l'effet de groupe sur la conscience collective. Non seulement sur le stress individuel, mais sur le stress collectif. Avec plus de 50 recherches scientifiques qui ont été publiées dans les revues sociologiques les plus éminentes. Diapositive suivante. Maintenant, on va voir les effets de la méditation transcendantale sur les pathologies liées au stress. Donc il va y avoir tout d'abord les premières pathologies les plus sensibles au stress sont les pathologies cardiovasculaires. Tous les cardiologues sont d'accord là-dessus. Les pathologies neuropsychiatriques, l'anxiété, la dépression, le burn-out, également, bien sûr, TDAH aussi, TDAH, pardon. Et le syndrome de stress post-traumatique. Et également sur les addictions. Problème fondamental actuellement.
Donc, au niveau du système cardiovasculaire, la première modification qu'on voit quand on est stressé, c'est la pression artérielle qui augmente. Grâce à la méditation transcendantale, comme vous voyez là, on fait chuter en moyenne la minima, la pression diastolique de 3,5 points et la maxima, la pression systolique, de 4,5 points. C'est énorme, hein, et c'est encore plus énorme et plus important que ce que donnent actuellement les médicaments donc, antihypertenseurs. Donc c'est particulièrement intéressant. Diapositive suivante, mais ça agit non seulement sur des symptômes, je dirais fonctionnels, légers, bénins, mais également sur des maladies organiques vraiment caractérisées, comme par exemple l'artériosclérose. On va voir que ça diminue l'épaisseur de la plaque d'athéro. Diapositive suivante, qu'est-ce que c'est que l'artériosclérose? C'est les 3 artères. Hein. Oui. C'est en fait une artère dont la couche interne, l'intima, s'épaissit de couches de cholestérol, elle s'épaissit, vous voyez, et puis elle se bouche. Accident vasculaire cérébral, pouf, terminé. Le cœur, faire plus d'une quart, paf, terminé. On coupe la jambe, gangrène, le côlon, le rein. C'est une pathologie quand même qui est sérieuse et sévère. Et donc on a fait une étude, diapositive suivante. On a dosé donc sur un carotide interne, qui est une artère très accessible par écho-Doppler, c'est un examen très facile à faire, très peu onéreux et pas du tout invasif. On a regardé donc comment évoluait l'artère carotide chez des sujets témoins artérioscléreux et chez des sujets méditants artérioscléreux. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors chez les sujets témoins, certes, l'augmentation, l'épaississement de la plaque est moindre avec les conseils qu'on leur donne, ne pas fumer, faire de l'exercice, attention au régime, pas trop prendre de lipides et tout, mais elle continue quand même à évoluer, à s'épaissir. Alors que dans le groupe méditation, sans conseil hygiéno-diététique, on voit diminuer l'épaisseur de l'intima. Il y a une guérison, il y a un effet curatif sur ces plaques d'athéro qui sont pourtant des plaques vraiment très organisées, très caractérisées. Donc on voit la puissance et l'importance de cette technique. Diapositive suivante. Sur cette diapositive, ce qu'on voit, c'est la diminution des accidents cardiovasculaires. C'est une étude très récente qui doit être de 2014, qui a été faite en plus par l'une des plus grandes associations de cardiologie au monde, l'American Heart Association, l'ACHARA, et donc qui montre que chez les sujets témoins, en moyenne, on fait 85% d'accidents cardiovasculaires sur 1000 habitants, sur 1000 sujets témoins. Et dans le groupe méditant, on fait 2 fois moins. 2 fois moins d'accidents cardiovasculaires, 2 fois moins de mortalité liée aux pathologies liées au stress. Donc c'est vraiment très très significatif. Et en plus, cette association, cette American Heart Association, a voulu tester, donc de manière complètement indépendante et par des professeurs qui ne faisaient pas du tout de méditation transcendantale, ont voulu tester toutes les techniques non conventionnelles, le stretching, les autres méditations, l'hypnose, toutes les techniques non conventionnelles qui pourraient éventuellement améliorer ces pathologies cardiovasculaires. Et cette American Heart Association a conclu donc l'année dernière que la technique la plus efficace et la plus fiable était la méditation transcendantale. Donc là encore, une recherche scientifique particulièrement significative. Diapositive suivante. C'est les trucs neuropsychiatriques, là. C'est l'anxiété. La bêta-analyse de 146. Oui. Alors pour expliquer cette importance et cette puissance de cette technique, même sur des pathologies aussi organisées que l'artériosclérose, en fait c'est parce qu'elle est multifactorielle. L'action de la méditation transcendantale est multifactorielle. Vous pouvez voir là, en lisant sur ce mandat-là, si vous voulez, les différentes actions qu'on peut avoir, avec 15 ou 20 actions qu'on peut avoir, en particulier une diminution du tonus adrénergique, une diminution des catécholamines, une diminution de la pression artérielle, une diminution de la dépression, une diminution des consultations, une diminution de la fatigue. Ça agit sur plein de facteurs, et ce qui fait que la sommation de ces facteurs entraîne et explique cet effet miraculeux sur l'artériosclérose.
Et surtout, la relation psychosomatique, bien sûr, dans les pathologies psychosomatiques, l'importance du mental pour guérir le corps. Diapositive suivante. On va passer maintenant donc aux pathologies neuropsychiatriques et en particulier l'anxiété. Alors cette étude est une étude très longue et très importante puisqu'elle collige 146 études, c'est une méta-analyse, donc qui reprend en fait 146 études sur l'anxiété, traitées par la méditation transcendantale, mais également les autres techniques de méditation, l'auto-analyse, l'hypnose, le stretching, et qui montre, comme vous le voyez, et qui est toujours comparé dans toutes les analyses, bien sûr, faites en double aveugle, à l'effet placebo. L'effet placebo, c'est simple, on donne un bout d'agar-agar, c'est un petit peu comme si on donnait de l'eau, un truc qui fait rien normalement sur la physiologie, en disant au patient, vous allez voir, prenez ça, c'est génial, vous allez dire, et ben dans 30% des cas, 2 ou 3 mois plus tard, le gars dit, ouais, c'est génial, ça a bien marché, je n'ai plus du tout d'anxiété. Bien sûr, c'est testé avec des tests neuropsychiatriques sérieux, hein, c'est pas seulement subjectif comme ça, mais dans 30% des cas, on confirme que simplement avec de l'agar-agar, tout s'améliore. Effet psychosomatique classique, reconnu dans toutes les grandes études randomisées, et quelles que soient les pathologies, hein, même dans le cancer. Mais ce qui est plus remarquable sur cette diapositive, c'est qu'on remarque que toutes les autres techniques de méditation, toutes les autres techniques non conventionnelles pour réduire l'anxiété, et même les médicaments, n'atteint pas un niveau plus élevé de guérison que 30%. C'est en dessous de 30%. La seule qui soit vraiment la plus efficace et de 2 fois plus, 75% de guérison, c'est la méditation transcendantale. Logique, on amène son mental dans l'état d'apaisement le plus intense qui soit, le maximum, et donc on comprend très bien dans ces cas-là que les tensions s'éliminent, le stress s'élimine, et en particulier l'anxiété réactionnelle à ce stress. Diapositive suivante. Alors qu'est-ce qui se passe quand cette anxiété augmente, qu'on tire un peu tout sur la corde, que l'activité mentale devient de plus en plus intense, que les pensées sont de plus en plus prenantes? Eh bien le corps s'épuise. C'est le dernier stade décrit par Ansellier, le stade d'épuisement. Et à ce moment-là, on pète les plombs. On pète les plombs, c'est le burn-out, c'est la dépression. On n'a plus une idée, c'est maintenant terminé. Et donc cette étude est très intéressante parce que qu'est-ce qu'elle montre? Chez les sujets témoins, donc, une aggravation de cette dépression. Alors qu'avec la méditation transcendantale, on a une diminution de la dépression chez ces sujets-là de 65%, 85% à peu près. On n'attend pas tout de suite. Et donc en fait c'est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que là c'est le dynamisme infini qu'on expérimente pendant la technique, qui explique qu'à ce moment-là, on réémerge, on reprend des forces, on reprend de la motivation. Et donc, on a envie de revivre. C'est pour ça que cette dépression disparaît. Diapositive suivante. Donc ça, c'est le tabac. Maintenant, on va passer aux pathologies addictives. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est très à la mode, c'est très fréquent. Pourquoi? Parce que quand on est mal dans ses baskets, qu'est-ce qu'on fait? On va picoler un coup, on va se prendre une cigarette parce qu'il y a de la nicotine dedans et que c'est un bon tranquillisant, ça apaise. Ou alors des drogues plus costauds, ou de l'informatique, ou même du sexe, peu importe. Mais en tout cas, c'est une addiction, et cette addiction, c'est un esclavage. Parce que, avec des produits externes qui nous viennent du niveau grossier, du niveau manifesté, du monde relatif, ce sont des choses limitées, qui ont bien sûr un effet d'un côté apaisant, apparemment apaisant, mais en fait, ont un effet délétère d'un autre côté, et surtout qui correspondent à un esclavagisme. Avec la méditation transcendantale, on va combler ce mal-être. On va le remplacer par un bien-être, une félicité, une béatitude permanente. Et donc automatiquement, on n'aura plus besoin de t'en veux, on n'aura plus besoin du facteur addictif, et donc sans aucun effort, sans frustration, on va pouvoir arrêter le facteur addictif. Les études les plus importantes ont été faites et les plus nombreuses, c'est celles que vous voyez là sur le tabac. On voit que dans les services d'addictologie standard,
Alors, dans toutes ces pathologies addictives, dans les services d'addictologie, la première chose qu'on fait, c'est on remplace le facteur addictif par un produit similaire, une molécule similaire, qu'on va diminuer petit à petit, qu'on va contrôler. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième, on va apporter un soutien psychothérapeutique, soit individuel, soit collectif, les alcooliques anonymes en particulier pour l'alcool, qui est bien sûr très très efficace et qui double les performances. Et c'est ce qu'on voit dans les services d'addictologie, là, en rouge. Vous voyez 20% uniquement avec les produits de compensation, les patchs, et 40% quand on y associe un soutien psychothérapeutique. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à la méditation transcendantale, sans ces deux facteurs, on a 88% de sevrage définitif et complet. Les barres que vous allez voir maintenant pour toutes les diapositives sur l'addiction, c'est des barres qui correspondent au sevrage complet et définitif. Donc 88% de sevrage complet et définitif, c'est énorme. Et ça, c'est des études qui ont été faites sur des centaines et des centaines et des centaines d'individus, bien sûr. Diapositive suivante. Pour l'alcool, c'est moins performant. C'est moins performant parce que malheureusement, l'alcool attaque le cerveau, attaque le système nerveux central, attaque les nerfs. D'abord les liaisons entre les différents neurones, la plasticité neuronale, puis ensuite directement les fibres nerveuses. Ça fait une névrite alcoolique. Et donc si on n'agit pas assez rapidement, à ce moment-là, les résultats sont nettement moins bons. Et donc c'est pour ça que pour l'alcool, on n'a que 55% de sevrage complet et définitif, il faut agir vite et tôt, par rapport au service d'addictologie, où on a 10% d'amélioration avec uniquement les produits de substitution, le baclofène, et 20% d'amélioration si on rajoute les techniques de soutien psychothérapeutique. Diapositive suivante. Les études qui ont été faites toutes drogues confondues, que ce soit des drogues douces, cannabis, hashish, MDMA, ou les drogues dures, cocaïne, coke. Et on voit là encore une très nette amélioration grâce à la méditation transcendantale, plus de 85% de sevrage complet et définitif lié à cette compensation, à ce bien-être intérieur que l'on expérimente lors de cette technique. Diapositive suivante. Donc, maintenant, on va voir les recherches qui ont été faites sur le syndrome de stress post-traumatique, sur le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité des enfants et le burn-out des enseignants, mais aussi des enseignés bientôt, lié à cet épuisement qu'on leur impose. Alors, sur le syndrome de stress post-traumatique, sur cette première diapositive, c'est une diapositive qui a été faite bien sûr sur des gens particulièrement stressés, les vétérans qui revenaient d'Irak. Ce sont les premières études qui ont été faites dans les années 2011 et qui montraient, donc avec des tests à nouveau qui permettaient de graduer et de voir quels étaient le degré de dépression, le degré d'anxiété, le degré de tous les traumatismes neuropsychiques que l'on pouvait voir chez ces vétérans qui avaient eu des atrocités et qui posent des problèmes de réinsertion quand ils rentrent ensuite dans leur pays, c'est souvent des suicides. Et donc on voit que chez ces 5 vétérans, la chute de ces symptômes de SSPT, de syndrome de stress post-traumatique, a été quasiment immédiate dès les premières semaines, très rapide et très très efficace. Diapositive suivante. C'est une étude un petit peu plus longue, celle-là qui a été faite sur les réfugiés congolais du Congo, à une époque, qui est récente, où régnait la guerre ethnique, et on sait les horreurs qui se passent dans ces cas-là, quand dans les mêmes familles, il y en a un qui est d'une tribu X et l'autre de la tribu Y, ça fait des carnages absolument épouvantables, des séquelles neuropsychologiques terribles. Et donc cette étude a été faite sur 40 réfugiés congolaises, d'abord un groupe de 20, puis ensuite les 3 premiers mois, puis ensuite un autre groupe de 20 les 3 mois suivants. Et ce qu'on voit donc sur cette courbe, c'est les symptômes donc, de stress post-traumatique augmenter tout doucement, jusqu'au moment où ils apprennent la méditation transcendantale. Et à partir du moment où ils l'apprennent, vous avez une chute brutale, drastique, schlac, dès la première semaine. Et ensuite une diminution exponentielle de ce syndrome de stress post-traumatique qui leur permet
de reprendre à ce moment-là goût à la vie et de se réinsérer socialement comme il le faut. Donc on voit là encore la puissance de cette technique au niveau de ce syndrome de stress post-traumatique grave. Diapositive suivante. Une étude encore un petit peu plus étayée, puisque là on a pu tester 170 personnes qui étaient à l'épicentre du séisme de Fukushima, du tsunami donc, qui a ravagé donc, le Japon en 2011. Et donc les 170 personnes qui ont été étudiées étaient en plein épicentre. Et ont été comparées à 300 personnes qui étaient à Tokyo, donc qui ont été beaucoup moins touchées ni physiquement ni psychologiquement par le tsunami, pour voir justement quelle était la différence. Et on note bien sûr une très très nette amélioration et surtout très rapide, une réinsertion très rapide, et une disparition donc de ces symptômes de stress post-traumatique grâce à la méditation transcendantale. Diapositive suivante. Alors je parlerai très peu du TRDH, puisque je crois que la prochaine personne qui doit parler va en parler beaucoup mieux que moi. Mais les études ont été faites dans les années, je crois que c'était 2011. On a comparé donc 18 lycéens, donc de 11 à 14 ans, et pour voir un petit peu quelle était la diminution de cette hyperactivité. En fait, ce TRADH est purement lié au stress environnemental, instabilité, difficulté de concentration. Avec la méditation, vous allez réapprendre à vous concentrer, à être beaucoup plus stable, et en plus, vous allez booster vos fonctions cognitives, donc capacité de concentration va s'améliorer, et l'enfant va se calmer et ne plus être dans un état d'hyperactivité chronique. Et c'est ce qu'a confirmé donc, cette étude en 2011 sur donc 40 élèves de 11 à 14 ans dans des lycées donc, américains. Diapositive suivante. Donc cette étude est sur le burn-out des enseignants. On a pris là un lycée américain particulièrement difficile puisqu'ils enseignaient à des enfants handicapés. Donc beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Un enseignement qui est vraiment très très délicat, où on pète les plombs rapidement si on n'est pas stable et si on a une vie à côté qui n'est pas stable non plus. Et donc là, sur cette étude, sur ces 40 staffs et enseignants de ce lycée, on les a séparés en deux groupes. Un groupe qui a appris les 3 premiers mois, et ensuite le deuxième groupe, donc de 20 à peu près, qui a appris les 3 mois suivants. Et on a vu donc les résultats, et effectivement, cette étude confirme également la disparition immédiate et rapide donc, du burn-out, de cet état dépressif, et un retour à une activité sociale normale très 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 rapidement. Diapositive suivante. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté toutes les recherches scientifiques, donc les choses objectives qui montrent l'efficacité de cette technique. Plus de, je vous le rappelle, 650 recherches scientifiques confirment cette efficacité. C'est vraiment la technique de méditation la plus documentée, de très très loin par rapport aux autres. La plus efficace. Ashley Lin, en fait, est le proviseur, le directeur de la première école, entre guillemets, fondée sur la conscience, puisque avec cette technique, on développe la conscience. Donc de la première école fondée sur la conscience, qui est située à Fairfield, dans l'Iowa, qu'il dirige depuis plus de 25 ans. Donc une école avec tous les stades de la maternelle à la terminale, et qui débouche ensuite sur l'université qui est juste à côté, MUM, Maharishi University of Management, qui elle actuellement héberge plus de 1500 étudiants qui sont eux aussi donc formés avec ces techniques de méditation et apprennent avec cette procédure de ce soutien de la méditation transcendantale. S'ils le veulent, c'est pas obligatoire. Donc Ashley Lin demain vous montrera les applications de cette éducation fondée sur la conscience, diapositive suivante, et il a piloté
donc la formation de ces écoles dans le monde entier. Sur cette diapositive, vous avez 450 écoles et universités qui ont implanté, si vous voulez, cette éducation fondée sur la conscience, cette technique de méditation pendant les cours. En fait, au jour d'aujourd'hui, on est à 600. 600 écoles dans le monde, dans plus de 60 pays. Donc c'est vraiment quelque chose que vous présentera demain en direct, enfin pas en direct, avec une bande vidéo HLN, mais là actuellement il est en train il est en Inde en train de s'occuper des écoles indiennes, et donc il sera en vidéo sur Skype, en direct, donc il pourra répondre à vos questions-réponses. Donc il sera présent, et vous verrez son exposé sur l'éducation fondée sur la conscience est tout à fait édifiant. Diapositive suivante. Je terminerai donc sur le sage indien qui a remis en lumière cette vieille technique qui est décrite donc dans tous ces livres de la littérature védique, les Upanishads, les Brahmanas, le Vedanta, la Bhagavad Gita, toutes ces lectures toutes ces écritures de la sagesse indienne. En fait, c'est un scientifique, il a été formé à Allahabad, à l'université d'Allahabad, il a fait sa licence de physique, et ensuite il s'est mis au service de son maître, Gurudev, et il a ensuite donc développé la méditation transcendantale dans le monde entier. Les Beatles sont allés le voir en 70, c'est eux qui l'ont un peu stimulé en lui disant on a plein d'amis du showbiz, de scientifiques qui voudraient apprendre, ils n'ont pas de disponibilité pour venir dans votre ashram pour apprendre, venez aux États-Unis, venez les former. Maharishi a pris son bâton de pèlerin et a commencé donc à former des professeurs de méditation dans le monde entier, en particulier à Hawaï, en Californie, puis ensuite dans le monde entier. Il a formé plus de 20 000 professeurs de méditation transcendantale qui sont tous formés exactement de la même manière et qui l'ont appris à plus de 8 millions de personnes dans le monde, et ça croît actuellement de manière exponentielle, en particulier en Amérique latine et en Amérique du Nord, où la culture s'y prête un peu plus et où l'innovation est beaucoup plus présente qu'en Europe, mais ça se développe également de manière importante en Europe. On verra, il y a des écoles fondées sur la conscience en Europe, et demain, HLN se fera un plaisir de vous les montrer et de relater son expérience. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je me livre à vos questions. C'est si clair que ça ? Oui, En combien de temps on peut maîtriser cette méditation? Le jour de l'initiation, et ensuite vous allez avoir... Alors la procédure elle est très simple. Vous avez tout d'abord une conférence d'introduction et une conférence préparatoire qui est gratuite, qui est publique, qui ne vous engage pas, par un professeur de méditation, qui va vous présenter plus en détail que ce que je vous ai présenté cette technique, et vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent. Et ensuite, si vous êtes OK, il va vous apprendre sur 4 jours, à raison d'1h30 à peu près chaque jour. 4 jours consécutifs, ça c'est important. Et donc, au bout des 4 jours, vous serez autonome. Vous pouvez méditer tout seul, tranquille, chez vous, matin et soir. Il y a un suivi qui est prévu, ensuite, un suivi de 6 mois, avec une vérification à J10, J20, J30, M2, M3, M4, M5, M6, pour justement favoriser la régularité, voir vos expériences et vous conseiller pour justement développer votre plein potentiel mental le plus rapidement possible. Mais c'est facultatif également ce suivi. Ce sont ces 4 jours fondamentaux qui vous permettent de maîtriser parfaitement la technique. 1h30 chaque jour, pour les gens qui sont hyperactifs, qui n'ont pas trop de temps devant eux, qui bossent beaucoup. On fait ça le week-end en général. Voilà. Et à partir de quel âge? À partir de 5 ans, dès qu'on peut commencer à penser, un son. Mais au début, si vous voulez, entre 5 et 10 ans, ça ne s'appelle pas la méditation transcendantale. C'est le mot de sagesse. Les enfants n'ont pas la capacité de s'intérioriser comme nous. C'est trop fort pour eux.
Donc ils le font les yeux ouverts, avec un mot de sagesse, 10 minutes matin et soir. Et puis ensuite, quand ils ont 10 ans, on leur donne leur mantra définitif, et après ils méditent à 10 ans, 10 minutes, à 11 ans, 11 minutes, à 15 ans, 15 minutes, à 20 ans, 20 minutes, et après c'est 20 minutes matin et soir. Toujours 20 ans après. Et donc il est évident que c'est à cet âge-là qu'il faut apprendre. C'est au tout début. Plus vous allez leur faire apprendre tôt, leur faire cette expérience de la pure conscience, moins ils seront limités par tous ces lieux communs, toutes ces pensées qui obstruent notre fonctionnement cérébral, toutes ces limites que nous impose l'éducation, l'enseignement familial, Tout à l'heure, la culture, le système scolaire, toutes les limites. universitaire. Ouais. Toutes les limites qu'on nous bourre dans le crâne et qui font que limiter. Hein. Vous savez que le mental, le système nerveux central est très plastique. Plus on fait d'expériences et plus les expériences sont illimitées, entre guillemets, fantastiques, et plus on va développer le système nerveux central. Et donc, plus tôt vous allez développer cet état de conscience illimité, cette pure conscience, plus vous allez développer le mental du gamin, quoi. Et donc c'est très très important qu'on commence le plus tôt possible. Mais bon, il vaut mieux commencer à 77 ans que de ne pas commencer du tout. Hein. Les effets sont immédiats. Dès les 4 jours, vous allez sentir les effets. Et surtout, c'est simple. C'est naturel, ça utilise la tendance naturelle de l'esprit à aller vers un plus grand bonheur, et ça se fait sans effort, aucun effort. Et toutes les personnes qui utilisaient des techniques de méditation ont fait des efforts, qui sont les plus fréquentes, qui ont déjà été un petit peu dans le bain, entre guillemets, de la méditation en général, et qui veulent passer au stade dessus, qui disent, chez vous, on sent qu'il y a un truc en plus là. Vous faites une expérience qui n'est pas la même que celle qu'on nous décrit, nous, avec notre méthode. Qui passent le pas et qui font l'expérience, toutes disent la même chose. Il n'y a pas photo, c'est pas la même chose du tout. La transcendance, c'est autre chose que de faire fonctionner son intellect d'une certaine manière. Le concentrer ou contempler. C'est pas du tout pareil. Vous allez à la source de vos pensées, qui est en fait également le champ unifié de la nature, la source de tout l'univers. C'est très puissant, hein. C'est très puissant. Et ça n'a que des effets bénéfiques, jamais d'effets négatifs. Bon, on élimine des tensions parfois, mais c'est pour nettoyer toutes ces limites qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites sur les sportifs, par exemple, Oui, bien sûr. qui changent les performances physiques? Oui. Ça agit sur les sportifs de deux manières. La première, en augmentant la coordination cérébro-spinale, hein, donc plus coordonnée, les personnes courent plus vite, mais surtout, c'est le deuxième invariant en dehors du QI, c'est la vitesse de conduction nerveuse. Normalement, la vitesse de conduction nerveuse, c'est un invariant également. Si quand vous étiez petit ou adolescent, votre vitesse de conduction nerveuse était de temps, de X, elle restera à X toute votre vie. Avec l'AMT, ça va plus vite. Ça augmente la vitesse de conduction nerveuse au débord des synapses. C'est en fait entre les cellules nerveuses, au moment du passage des neuromédiateurs, ça passe beaucoup plus vite. Donc, le signal sur l'axone passe plus vite et donc la conduction nerveuse est plus rapide. Donc, meilleure coordination cérébro-spinale, plus grande vitesse de conduction nerveuse, et tous les grands sportifs de Jeux olympiques, de ski, de tennis, d'escrime, de décathlon également. Tous ceux qui sont mis à la méditation transcendantale relatent exactement la même expérience. Ils boostent à ce moment-là leurs résultats, et donc sans dopant. Ils sont dopés par la méditation, mais c'est naturel. Donc, et c'est 1000 fois plus dopant que les autres dopants qu'on peut utiliser en médecine, qui sont des dopants à éviter. Excusez-moi, est-ce que ça agit sur la douleur? Enfin, ça a un impact sur...
Alors, oui, bien sûr, mais je n'ai pas de recherche scientifique à vous présenter à ce niveau-là. Ça réharmonise tout le système nerveux central. Et vous savez que dans la douleur, l'un des neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs les plus importants sont les endorphines. Et donc, de la même manière que ça va faire chuter une hyperactivité des catécholamines, ça va booster la sérotonine, l'hormone du bonheur, ça va également rééquilibrer les autres neurotransmetteurs. Les GABA, les endorphines, toutes ces choses-là, ça les rééquilibre. Mais là-dessus, je ne vois pas d'études précises. Ceci étant, diapositive suivante. Je suis à la fin du diapo. Non, t'en as une encore. Je l'ai mise déjà. Tu l'as mise ? Ah bon, donc sur la diapo là que vous avez justement le site scientifique, donc santé-conscience.fr, où vous pouvez retrouver toutes ces recherches scientifiques, les télécharger dans leur entièreté, et si celles que vous cherchez ne sont pas téléchargeables sur le site, on pourra toujours vous les envoyer. On a, si vous voulez, dans le mouvement, on a les Collected Papers, en fait, 8 livres qui reprennent toutes les différentes recherches scientifiques qui ont été faites, et donc on peut vous envoyer, si jamais vous avez une étude plus particulière qui vous intéresse et tout, on peut vous l'envoyer dans son entièreté si vous voulez la consulter. Et la différence avec la méditation de pleine conscience? La pleine conscience, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, est effectivement l'une des techniques de méditation les plus efficaces, les plus puissantes. C'est une technique de méditation contemplative où, on va d'abord se focaliser sur l'instant présent, et tout ce qui se passe pendant l'instant présent est que l'instant présent, et on lâche prise. On apprend au système nerveux central à fonctionner d'une certaine manière. Et donc, il reste toujours des pensées quand vous êtes dans cet état-là. Ça apaise, ça calme, mais vous n'avez pas ce dynamisme infini de la conscience que vous expérimentez avec la méditation transcendantale, et vous êtes toujours dans les pensées. Vous n'êtes pas dans l'entropie zéro. Il n'y a que dans l'entropie zéro du mental que vous avez stabilité infinie, dynamisme infini et plénitude totale de la conscience. Et vous allez donc vous identifier à ces caractéristiques et favoriser un fonctionnement parfaitement harmonieux de votre système nerveux central et booster donc le développement de votre potentiel mental. Donc c'est très bien, c'est très efficace, mais c'est une étape. Et tous les gens que j'ai pu initier, qui faisaient de la pleine conscience à la méditation transcendantale, m'ont tous dit la même chose. Ouais, c'est bien, mais on en avait marre au bout d'un certain temps, il fallait faire des efforts et tout, c'est astreignant, patati patata. À vous, avec votre technique, c'est génial. Hein, relax. Pas le même niveau et pas du tout le même mode d'action. Et on voit, eux, c'est une hyperactivation de l'amygdale, les zones émotionnelles, les zones de peur, qui sont totalement différentes de celles de la méditation transcendantale. Et pour les ondes électroencéphalographiques, c'est les ondes delta, c'est pas les ondes alpha. C'est pas les ondes de l'activité mentale créatrice. Mais on peut commencer par la pleine conscience, c'est très bien. Et la glande pinéale. Oui, dans la méditation, elle s'harmonise. Dans la transcendance, je veux dire, elle s'harmonise. Hein. Elle fonctionne de manière beaucoup plus harmonieuse. C'est mesuré là aussi. Est-ce qu'on a des études? Sur la glande pinéale, non, c'est pas ce qui nous a intéressé le plus. Hein. C'est vraiment le fonctionnement du chef d'orchestre. Hein. C'est vraiment le fonctionnement des lobes frontaux et l'inhibition des zones primitives. C'est vraiment ça qui est caractéristique dans la méditation transcendantale. Et on fait beaucoup moins l'expérience de l'objet, des expériences extrinsèques, et beaucoup plus des expériences subtiles, raffinées, l'expérience du soi, l'expérience de sa propre, de sa source, de soi-même, de sa pure conscience. C'est beaucoup plus subtil.
encore une question, oui, vas-y. Selon votre perception, votre compréhension des effets de la méditation transcendantale, selon ces effets-là qu'on vient de voir, comment vous expliquez que le rapport à soi dans la méditation transcendantale est cet effet guérisseur ou encore cet effet de mieux utiliser le cerveau? Est-ce que c'est une question que notre activité de tous les jours nous sabote ou c'est cette puissance-là qu'on libère qui nous permet de guérir, d'améliorer nos performances? Tous les psychosomaticiens reconnaissent que c'est le stress essentiellement qui est responsable de la majorité des maladies. C'est le stress. Ça entraîne une hyperexcitation, une disharmonie, si vous voulez, dans le fonctionnement cellulaire, moléculaire, le niveau subtil de notre physiologie, à partir de l'ordinateur central, à partir du système nerveux central. Donc là, vous allez avoir une technique qui va vous laver de tout ce stress. C'est un reset informatique matin et soir. Quel jour? On remet le truc à zéro. Plus de boucle, plus de bordel, plus de disharmonie, schloff, cohérence parfaite. Et on agit à partir de ce niveau-là. Plus de stress, plus de maladie. C'est de la psychosomatique. On rend des pancréates. Merci. Et vous verrez, donc demain justement, Ashleyin va vous montrer des diapositives, une vidéo particulièrement importante sur l'effet de la cohérence. On voit en live la cohérence s'installer donc sur les ondes cérébrales. Et puis les études ont été faites. Bon, j'en ai pas parlé parce que je voulais rester dans le domaine de l'éducation et pas trop dans le domaine de la santé. Et lui va vous montrer des diapos où les dépenses de santé sur des études longitudinales de 15 ans. Donc une étude, c'est rare, hein, les études sur 15 ans. Hein, où en plein milieu, donc à la 8e année, le groupe méditation transcendantale se met à méditer et on voit l'impact sur les frais de santé. C'est stupéfiant. Vous verrez, les frais de santé continuent à augmenter de manière 10% à 12% par an chez les sujets témoins, comme c'est reconnu dans tous les pays occidentaux. Et dès que le groupe méditation commence à méditer, ça diminue de 10% par an. Donc vous imaginez le déficit de la sécurité sociale, comment on pourrait le combler, quoi. Les calculs ont été faits, ça irait vite. Hein. Et c'est encore plus efficace chez les personnes âgées. Donc encore plus de gains, de bénéfices, moins de déficit de santé chez les personnes âgées les plus fragiles, les plus malades, ceux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. 4 fois moins de cancer chez les gens qui méditent, 5 fois moins de pathologies cardiovasculaires, 4 fois moins de pathologies neuropsychiatriques. C'est énorme. C'est statique ou c'est en mouvement en fait? Pardon? C'est statique ou en mouvement cette méditation? C'est statique. Vous êtes assis, confortablement assis dans un fauteuil, tranquille, les yeux fermés. Et puis on prend son mantra et on l'utilise comme le prof vous l'apprend. Tout simple. Mais vous êtes tellement... C'est pas du temps perdu, parce que 20 minutes matin et soir, vous allez sortir de cet état tellement régénéré, tellement en forme pour bosser, pour résoudre les problèmes, que vous allez gagner du temps. Vous perdez 40 minutes, entre guillemets, mais vous gagnez des heures et des heures d'efficacité. Puis, vous savez en plus, comme on contacte ce niveau très très subtil, très très délicat, cette source de nous-mêmes, cette source de l'univers, on a un effet retour. On a le soutien des lois de la nature. C'est de ce niveau, ce vacuum state, ce champ unifié des lois de la nature, que naissent les lois de la nature. Elle vous aide après. Donnant. Donc je vais devoir, pour respecter le temps. Merci. Mais vraiment, je crois qu'on peut vraiment remercier.